Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au grand dialogue du studio Tamani. Le procès de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta a pris fin la semaine dernière. La Cour d'assises spéciale a condamné plusieurs accusés à de lourdes peines. Certains jugés par contumace ont écopé de la perpétuité. Cette affaire qui a éclaté en 2014 a finalement pu être jugée après avoir été classée un moment sous le règne d'Ibeka. Quels enseignements peut-on tirer de ce procès? Quel pourrait être son impact sur le phénomène de la lutte contre le phénomène de la corruption et de la délinquance financière? Quelle retombée de ce procès pour l'économie du pays? Le grand dialogue pose le débat aujourd'hui avec nos invités. Ibrahim Khalil Touré, il est juriste. Cheikh Abdelkader Fofana, il est membre de l'association malienne des consommateurs ASCOMA. Et Abdoulaye Ntigi Konaré, il est économiste. Le grand dialogue d'aujourd'hui sera modéré par Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'avoir accepté de participer à cette émission. Avant d'entrer dans le vif du débat, je le disais tantôt, la Cour d'assises spéciale a prononcé mardi dernier 8 juillet le verdict dans le jugement de l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Plusieurs anciens hauts responsables étaient accusés dans cette affaire. Je vous propose de suivre ce papier d'Imirana Kiloumaïga pour planter le décor. Le jugement de l'affaire dite l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires a connu son épilogue hier à la Cour d'appel de Bamako. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Mme Boiré Fili Sissoko, a été condamné à 10 ans de prison et 500 000 francs CFA d'amende. Le colonel-major Nouhoun Dabitao, quant à lui, écope de 7 ans de prison. L'ancien directeur de cabinet d'Ibrahim Boubacar Keïta, Mamadou Kamara, et le général Moustapha Drabo sont acquittés. L'ancien ministre Moustapha Ben Barka, l'opérateur économique Sidi Mohamed Kanyassi, Nouhoun Kouma et Amadou Kouma, également accusés dans cette affaire, ont été condamnés par contumace. La Cour n'a pas suivi le parquet qui avait requis 20 ans de prison, une inéligibilité à vie et une interdiction de toute fonction publique pour Mme Boiré Fili Sissoko. Quant au colonel-major Nouhoun Dabitao, le procureur a demandé une peine de 10 ans de prison, une confiscation de biens, une interdiction à toute fonction publique pendant 10 ans. C'est donc la fin d'un long feuilleton judiciaire. Le jugement de cette affaire a commencé en 2024. De nombreux témoins, dont 2 anciens premiers ministres, ont comparu lors des audiences. L'affaire dite l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires a éclaté en 2014. Alors, il faut ajouter que ces personnalités ont également été condamnées à payer plusieurs milliards de francs CFA. Je parle de Mme Boiré Fili Sissoko et le colonel-major Nouhoum Dabitao. Alors, je commence par vous, monsieur Ibrahim Khalil Touré, vous qui êtes juriste. Vous avez certainement suivi ce procès qui a duré pendant de longs mois. D'abord, comment vous avez apprécié le déroulement de ce jugement? Bonsoir à Studio Tamani, aux auditeurs, à mes co-débatteurs. Merci pour la question. J'ai suivi le procès avec intérêt parce que depuis 2014, cette affaire tournait en République du Mali. Et les plus hautes autorités avaient enclenché la dynamique de lutte contre la corruption. Donc c'est avec un grand intérêt que j'ai suivi le déroulé de ce procès, malgré les instructions qui ont pris énormément de temps, malgré les débats houleux. Quand même, on a eu un verdict. Donc nous en viendrons au long du débat. Oui. Alors, M. Fofana Cheikh Abdelkader, vous êtes membre de l'association des consommateurs. Est-ce que vous aussi, vous avez suivi ce jugement et quelle lecture vous en faites? Merci pour votre invitation. Oui, on a suivi tous avec intérêt ce projet, si je peux dire, premier du genre au Mali. Et ça a secoué pas mal de zones, de corporations et autres. Et vraiment, on était très inquiets.
dans l'issue du procès. Bon, comment ne pas être sensible à ça? C'est un truc, quelque chose de ce genre qui se passe dans le pays. D'abord, j'avoue que ça fait peur. Et ça fait peur, ça amène des inquiétudes. Bon, je pense que ça s'est terminé comme ça s'est terminé. La Cour a donné son verdict. Bon, on va suivre. Est-ce que vous, en tant que consommateur, vous êtes soulagé maintenant, puisque c'est une affaire qui avait fait couler beaucoup d'encre quand même, hein, et depuis plus d'une décennie maintenant, l'affaire a éclaté et les gens voulaient savoir ce qui s'est passé réellement. Est-ce que le fait que ce procès a pu se tenir, est-ce que c'est un soulagement pour vous en tant que citoyen? Oui, un soulagement. C'est peut-être peu dire. Moi, je pense que nous, on voyait plutôt un autre angle. On voyait l'angle sous lequel, sur le plan de l'État lui-même, comment, avec des textes, quelque chose de ce genre a pu se réaliser. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de voir dans les textes les failles qu'il y a, s'il y en a, comment porter les corrections nécessaires? C'est à cela que nous avons pensé. Est-ce que quelque part, nous qui avons assisté à ça, que nous voyons ça depuis la naissance de l'État, des textes qui donnent la facilité à des gens pour manipuler les biens de l'État, alors quels sont les garde-fous? Soit depuis à l'attribution du marché lui-même ou à l'achat et à la réalisation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faut revoir dans le système? Nous, on en était là, mais on n'était plus dans les sentiments. Okay. Je pense qu'il n'y a pas un problème de sentiments, on a vu. D'accord. Monsieur Tigui Konaré, Abdoulaye Tigui Konaré, vous êtes économiste. Alors, ce procès s'est tenu pendant de longs mois. Vous avez dû le suivre vous aussi. Quelle lecture vous en faites? D'accord. Bonsoir d'abord à mes co-débatteurs et à vous, monsieur le présentateur. Et bonsoir également aux auditeurs qui nous suivent à travers le monde. Donc, ce procès, je l'ai suivi avec intérêt comme mes co-débatteurs. C'est l'actualité malienne, mais c'était aussi une façon aussi de tester notre justice, de voir en réalité est-ce que la justice pouvait avoir un dénouement par rapport à cela. Et je pense que les résultats sont là. On a eu un procès qui a pris du temps, mais un procès qui a eu un verdict. Et ça, c'est à saluer déjà par rapport aux anciens temps. On avait beaucoup de mal à avoir des situations pareilles et avoir un dénouement. Donc, on peut saluer la justice malienne pour cet état de fait. Alors, vous êtes satisfait du dénouement des verdicts prononcés? Est-ce que les peines sont à la hauteur en tout cas, des crimes commis par ces accusés-là? Donc, moi, je ne suis pas juriste pour pouvoir voir le dossier en détail, parce qu'il y a une justice qui est là pour ça, qui a eu à auditionner les différents témoins et qui a eu les faits. Et ce que nous pouvons voir, c'est le jugement qui a été tenu, le verdict. Et nous avons constaté que ce verdict est déjà une avancée majeure dans les affaires de corruption au Mali. Et en plus de ça aussi, les peines et les amendes sont assez lourdes. Ceci est justifié par le fait que les sommes dont on parle sont des sommes assez importantes. Et en plus de ça aussi, peut-être avec ce procès, l'État malien pourra dissuader d'autres personnes à avoir ces mêmes dérives. Donc, mais peut-être ce qu'on peut dire qui peut justifier certaines limites, c'est que les sommes qui ont été engagées, pour la majeure partie, n'ont pas été recouvrées. Il n'y a pas eu de recouvrement. Et là, peut-être, c'est là où on peut peut-être attendre plus de la part de la justice et faire en sorte que aussi ce procès ne soit pas le seul, parce qu'il y a beaucoup d'affaires de ce genre et qu'il y ait d'autres procès dans d'autres affaires et qu'ils puissent trouver d'autres dénouements. D'accord.
Monsieur Khalil, hein, Ibrahim Khalil, est-ce que, comme Monsieur Konari, vous pensez aussi que ce procès va permettre, sinon a pu permettre de rétablir une certaine confiance entre les justiciables et la justice? Bon, en partie, on peut penser cela, du fait que si on regarde l'entame de ce procès, la sélection des magistrats les magistrats qui ont siégé, c'est des magistrats chevronnés. On peut penser que voilà que c'était un procès majeur qui devait avoir un impact avec des acteurs véritablement compétents en la matière. Ça, c'est le premier point. Le second point, ça peut redorer le blason de la justice et restaurer la confiance entre les justiciables et la justice, dans ce sens que la transparence par rapport aux procédures, le droit à l'égalité devant la loi des parties, parce qu'en regardant bien, on a vu que les moyens de défense ont été déployés, voilà, les parties se sont défendues, bien que certains n'ont pas répondu véritablement à l'audience, mais on peut dire que c'est voilà, une grande avancée pour la justice malienne. Alors, moi, je voulais vous poser une question toute simple. Hein. Quand vous avez parlé un peu de comment le jugement s'est déroulé, est-ce que la défense il y avait des avocats pour défendre des accusés? Est-ce que, au-delà de cela, la forme a été respectée dans les autres compartiments du procès? Bon, avec le nouveau procès engagé, on peut penser que la forme a été véritablement respectée, contrairement au début où il y avait des inquiétudes par rapport même à la compétence de la juridiction. Si vous vous en souvenez très bien, il a été question que la Haute Cour de justice était compétente pour juger cette affaire. Mais il a fallu que le procureur général ramène une jurisprudence de 89. Et à tort ou à raison, en tout cas, ça a suscité des craintes, des débats. S'il y en a qui sont pour, il y en a qui ont dit que non, il fallait que l'affaire soit au niveau de la cour d'assises spéciale. Voilà, donc dans une affaire comme ça, il y a toujours des débats, il y a toujours des prises de position pour ou contre. Voilà. D'accord. Monsieur Fofana, vous disiez tantôt, vous attendiez plutôt dans ce procès à savoir comment de telles malversations ont pu se passer et quelles sont les solutions en tout cas, à faire barrage, à empêcher dans le futur de telles pratiques. Est-ce que à la fin de ce procès, vous êtes satisfait? Vous avez pu savoir comment tout cela s'est passé? Est-ce que la vérité a éclaté pendant le jugement? Bon, je pense que chaque partie s'est déployée pour que la vérité éclate. Les juges, les avocats, en tant que consommateur, je n'ai pas de doute sur ça. Mais ce sur quoi on a été inquiet, on voulait surtout des explications, pas forcément pour cette fois-ci, mais comment faire pour que notre pays soit à l'abri de ce genre de choses? Je parle de l'attribution de tel type de marché. Est-ce que c'est une seule personne qui doit être à même de déployer tout ce montant? Si c'est oui, c'est comment le faire? Et ces marchés publics, qu'est-ce que ça a de public? Est-ce que le public a assisté, a suivi l'attribution de ces marchés? Si oui, comment se fait-il qu'aucune corporation n'a pu comprendre que si on va sur ce pas, il y a quelque chose qui ne sera pas fait. Je prends un exemple sur les marchés publics. Je crois que dans les dispositions des marchés publics, ça change, hein, dans mon pays, ça change beaucoup. C'est normal, on adapte. Je me dis qu'il y a un montant pour les marchés publics, un montant limite à partir duquel il faut penser à telle étape, à telle étape. Alors mon propos, c'était de ça. Est-ce que ça a été suivi? Je n'en ai pas entendu dans les débats. Moi, c'est là que se posent nos questions. Si ce n'est pas le cas, donc c'est de l'eau versée. C'est vrai que c'est dommage, ça fait que certaines parties vont en prison. Bon.
On ne peut pas se résoudre pour ça parce que c'est des gens des nationaux qui sont à même d'apporter leur concours dans le développement du Mali quelque part. Je prends l'exemple sur le pays que je connais où j'ai eu à être en contact avec un certain nombre de procédures judiciaires, c'est la Russie, où les accusés ou les gens qui sont compromis, ils bénéficient d'une certaine forme de liberté ou de purger. Soit on les envoie au Grand Sibérie, où ils vont travailler pour le pays. J'ai suivi un exemple où il y a un monsieur qui a eu à dilapider le fonds d'une usine. L'usine était mal gérée pendant longtemps. Alors, on a créé une usine bis pratiquement sur papier pour qu'il essaie d'expliquer comment on gère et à partir de là, ça tire des expériences pour le pays. Je pense que c'est bon de vouloir corriger les gens. C'est bon de vouloir faire payer des montants. On ne va pas recouvrir ces montants, c'est vrai. Mais quelle forme faut-il trouver? Et comment en arriver là sans qu'il y a eu parce que des milliards, c'est pas comme un marché public qu'on paye comme ça. Oui. Notre inquiétude, c'est là. D'accord. Alors, M. Konaré, il le disait, M. Fofana, c'est vrai que ce sont des milliards qui ont disparu dans cette affaire. Nous sommes un pays qui est confronté en tout cas au phénomène de la corruption, des malversations, de la délinquance financière. Est-ce que de tels procès pourront contribuer à lutter contre ce phénomène? Effectivement, ce procès d'ailleurs, je pense que si on a un enseignement général à tirer, c'est que ce procès-là va nous permettre d'avoir déjà une base pour pouvoir éviter certaines dérives, surtout au niveau des attributions des marchés publics. Donc moi, je pense que ça a montré quelques failles du système d'attribution des marchés publics. Et ces failles-là, il faudrait les corriger à travers peut-être des lois qui doivent être renforcées. Donc il faut également peut-être penser à automatiser peut-être l'attribution du marché public à travers peut-être des sites Internet pour faire des appels d'offres pour que tout le monde puisse les voir. Mais aussi, il faudrait que les cellules de contrôle, parce que là aussi, il faut qu'on en parle. Cette affaire, si elle a éclaté au grand jour, c'est grâce au bureau du vérificateur général et même aussi des médias qui en ont fait beaucoup de publicité ou bien comment dirais-je, de débat autour de cette affaire. C'est ce qui a fait que ce débat a pris beaucoup d'ampleur et que c'est arrivé jusqu'au procès. Donc, il faudrait peut-être renforcer ces institutions-là, leur permettre de pouvoir avoir accès à certaines informations dans ces différents domaines pour pouvoir leur permettre de pouvoir alerter la population en temps voulu. Mon co-débatteur également a souligné le fait que peut-être les consommateurs doivent être imprégnés aussi de certaines passations de marché. Comment ça se fait ou bien quels sont les montants qui sont en jeu. Je ne doute pas que, n'étant pas spécialiste de finances publiques, je sais qu'il y a toute une batterie de lois autour de l'attribution de ces marchés publics, mais on a vu que ces lois-là ont leurs limites et qu'il faudrait essayer de les renforcer à travers plusieurs mesures que les juristes doivent peut-être parfaire. D'accord. Alors, M. Ibrahim Khalil, passation de marché, irrégularité dans la passation des marchés autres, on sait que ce procès, sinon la spécificité même de ce procès, c'est que c'est une affaire qui relevait de questions militaires qui étaient sous le coup de secret défense et autres. Est-ce à dire aujourd'hui que, voilà, sous le prétexte de ce secret défense-là, on peut se permettre de faire des pratiques qui ne sont pas catholiques? Et sinon, comment faire aujourd'hui pour éviter tout cela? Est-ce qu'il faut lever cette mention de secret défense s'agissant de la passation de certains marchés, ou bien quelle est la formule à trouver? Bon, aucunement, secret de défense ne devrait pas être un leitmotiv pour aller vers la corruption.
Voilà, c'est deux notions qui ne vont pas ensemble. La notion de secret défense a besoin d'être encadrée au Mali parce que quand on parle d'achat sur les équipements militaires ou matériel militaire, c'est vrai que la question de défense peut s'inviter. Mais si on veut être transparent, on doit donner la latitude au service de faire les contrôles nécessaires. Et cette question a été la preuve palpable comme quoi on ne devrait pas s'abriter derrière un secret de défense pour essayer d'engloutir des fonds impunément ou d'attribuer des marchés à n'importe qui. Parce que dans l'affaire, il y a eu question de société écran. Bon, les corrections à cela, si on peut penser que c'est une correction, avec la nouvelle transition, la transition en cours, il y a une loi, un décret qui est tombé pour essayer d'encadrer toute question de finances autour des achats des équipements militaires et autres. Bon, l'interrogation ultime à se faire ici, c'est de dire maintenant les questions de finances, d'achat et autres des équipements militaires étant verrouillées maintenant, est-ce qu'à l'avenir, on aura la possibilité d'avoir une traçabilité sur les équipements que le Mali est en train d'acquérir, pendant que certains, les filets sont déjà condamnés pour des faits de corruption? Est-ce qu'on a la garantie que d'autres ne vont pas aussi faire les mêmes choses? Voilà toute la question. Moi, je pense qu'il faut dissocier la notion de secret de défense et les contrôles par rapport au financement des achats d'équipements militaires et autres. Alors, voilà. M. Fofana, selon vous, comment faire en sorte aujourd'hui que les gens ne puissent pas faire des malversations sous prétexte qu'il y a le secret de défense? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'État peut faire pour éviter cela? Moi, je crois que c'est vraiment pas difficile. Si je prends ce cas. Mais on ne peut pas savoir si l'armée doit acquérir des équipements, si on doit acheter des équipements, le citoyen lambda n'est pas tenu de savoir comment ça se passe. Donc, si on veut, on peut faire beaucoup de choses. Bon, moi, je ne vois pas sur ce plan le secret de défense. Okay. Je pense que c'était peut-être bon d'éclairer un avion pour le président de la République. Qu'est-ce qu'il y a de secret dans l'achat d'un avion? Ce n'est pas un équipement militaire. Oui, ça relève de l'armée de l'air. L'avion présidentiel, c'est un équipement qui est sous la responsabilité de l'armée de l'air. Mais est-ce qu'il n'a pas été payé sur la place publique? Ça a été payé, pas sous cachet, parce que les gens savaient déjà que ce serait payé. Ensuite, quand on prend les équipements, les habillements autres qui ont été payés, qu'est-ce qu'il y a de secret dans cet achat? On a parlé, je ne sais pas si c'est vrai, d'achat de chaussettes ou d'achat de tricots. Qu'est-ce que cela a de secret? En fait, si on sait que tel équipement militaire est payé pour habiller les gens, mais pour des chaussures, quel est le secret dans l'achat d'une paire de bottes pour un militaire? Je vois que c'est un truc, c'est-à-dire peut-être on a abusé un peu des gens pour cacher des choses sous des enveloppes. Parce que si c'est secret de défense, c'est connu. Si par exemple on veut aller payer un drone, c'est un secret. Il faut garder chez qui tu payes, etc. Mais quand je compare ces choses, je trouve que les militaires, ils ont besoin d'être défendus. Il y a bien sûr des secrets, mais est-ce que c'est toute la vie militaire qui doit être sous secret? Okay. Ce sont ces interrogations que je me suis posées. Quand j'ai suivi le projet, je prenais toujours des questions. C'est-à-dire, je n'ai pas essayé de comprendre, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Donc, ces nombreuses questions font que, quelque part, je ne dis pas qu'il y a eu un abus de nous-mêmes, mais je trouve qu'on s'est assis, on a regardé, et personne n'a eu à parler d'un truc. Donc, je pense que si on avait examiné de fait, si beaucoup de gens étaient mêlés, il y a sûrement des choses qui n'en seraient pas arrivées là.
Ok. Alors, M. Konaré, est-ce que ce procès peut avoir des retombées économiques pour le pays? Si oui, comment? Non, ce procès peut avoir des retombées économiques sur le pays. Déjà que les fonds d'abord qui ont servi à acheter ou bien qui ont été détournés, pouvaient servir à faire autre chose comme dépenses publiques, surtout dans le domaine de l'éducation, de la santé ou même dans le domaine militaire. Mais il y a eu également, avant ce procès, une perte de confiance de la part des bailleurs de fonds. Et l'issue de ce procès pourrait faire en sorte que ces bailleurs de fonds-là puissent refaire confiance à notre pays et puissent avoir la garantie que ceci ne va pas se répéter. Surtout si on met des lois ou des textes en place qui pourront renforcer leur confiance. Et cette confiance-là va faire en sorte que nous aurons plus de fonds à investir. De plus également, grâce à ce procès, nous avons aujourd'hui la culture de responsabilité qui est mise en avant. Donc aujourd'hui, les responsables savent que généralement, quand vous êtes responsable, vous avez quelqu'un derrière vous pour pouvoir vérifier tout ce que vous faites et qui peut agir à tout moment. Ça évitera certainement d'avoir beaucoup de fonds dilapidés dans la corruption et ça permettra à l'État de pouvoir récupérer ces fonds-là pour pouvoir faire des dépenses utiles. Alors, certains commentent ce verdict-là. Pour certains, il y a un goût d'inachevé. Il y a eu un goût d'inachevé dans ce procès parce que certains accusés, sinon même certains qui pourraient être impliqués, notamment l'ancien président par exemple, n'était plus en vie, l'ancien Premier ministre aussi qui était accusé dans l'affaire, voilà, était également décédé. Est-ce que vous êtes d'accord que ça a pu, s'ils étaient là, ça allait pouvoir changer un peu les choses? Bon, ça pouvait véritablement changer beaucoup parce qu'il a été question, le président de la République a été moult fois cité dans l'affaire parce que tout est parti de ses instructions par rapport à l'achat de l'avion présidentiel. Bon, l'administration n'étant pas que du verbal, les traces de l'instruction ont fait beaucoup de polémiques parce que les uns et les autres ont estimé qu'ils ont reçu l'ordre du président d'acheter l'avion. Et à l'époque, on sait bien qu'au Mali, tout était géré à l'urgence. En 2014, il fallait tout faire à l'urgence. Le Mali avait besoin d'un avion présidentiel pour que le président puisse rencontrer les partenaires à travers le monde. C'était mieux que de toujours louer les avions pour les déplacements du président. D'autre part aussi, l'armée venait de subir une grande perte à travers la crise de 2012 et tout. Il nous fallait véritablement doter l'armée d'équipements militaires et voilà. Donc tout était une question d'urgence. Et dans l'urgence, le verbal a prévalu sur le formalisme, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités constatées, beaucoup de failles dans la gestion. Donc leur présence allait véritablement impacter beaucoup sur l'affaire, je le pense. Alors, M. Fofana, on l'a vu, hein, ce procès, en tout cas, cette affaire avait été classée un moment sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais aujourd'hui, on découvre qu'il y avait des choses quand même à savoir dans cette affaire. Vous, en tant que consommateur, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous vous interrogez toujours sur vraiment cette possibilité pour nos institutions judiciaires à pouvoir faire leur travail correctement? Et oui, je suis d'autant plus surpris que pour que la justice fasse facilement son travail, il faut qu'elle puisse répondre à des questions qu'elle se pose et auxquelles il faut trouver des réponses. Parce que c'est en fonction des réponses qu'ils vont faire la délibération.
le juge ne peut pas prendre quelqu'un sur un fait et prononcer son verdict. Il faut qu'il analyse. Et quand il analyse, il met des gens à sa disposition des deux parties pour essayer d'éclairer sa lanterne. C'est à l'issue de ça maintenant que des réponses seront données. Alors, mais s'il y a des gens qui n'ont pas été interrogés, il y a des questions qui n'ont pas été posées, donc ce serait difficile à la justice de se prononcer. Je prends un exemple, j'ai vu un nom dans le dossier, je crois que c'est un nom étranger. C'était quoi, un intermédiaire? Oh, je ne me rappelle plus de qui c'était. Est-ce qu'il a été écouté? Est-ce qu'il y a eu la possibilité de l'écouter? Ensuite, ceux qui n'ont pas été écoutés, la justice peut passer comme ça, ne pas chercher à les écouter. Ce sont des questions, c'est difficile de dire. J'avoue que le procès s'est terminé comme ça. Il y a un certain nombre de flous là-dedans qui aurait permis peut-être en balisant tout le processus, on serait sûrement arrivé à des choses et avoir des réponses. Et pendant qu'il y a des accusés qui sont dans la nature. Oui. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'on serait encore sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta? Est-ce que ce procès-là même allait avoir lieu? Est-ce que ça allait se tenir, puisqu'il avait été classé? Et aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des raisons de le tenir, puisqu'il y avait des choses à savoir, comme vous l'avez dit. Est-ce que finalement, vous vous interrogez pas sur vraiment la séparation des pouvoirs ici dans notre pays? Est-ce que la justice ne reste toujours pas influencée par le politique? Bon, si ce n'était pas la transition, est-ce qu'on allait pouvoir avoir ce jugement-là? Je pense qu'un juge, si tu veux vraiment avoir ce non-juge, bon, tu ne dois pas te laisser influencer. Si tu te laisses influencer, je ne sais pas si on doit t'appeler le juge. Donc pour vous, il n'y a pas de problème par rapport à la séparation des pouvoirs? Il y a une séparation, parce que dans ça, je n'ai pas entendu parler de l'Assemblée. Elle n'a pas de rôle à jouer là-dedans. Le peuple, quel était son rôle dans l'achat de cet avion? Est-ce qu'il a été auditionné? Et quelle est la réponse qui a été donnée? Donc, il y a beaucoup d'interrogations. Ce n'est pas parce que c'est le président de la République. C'est une autorité, c'est vrai, il est extrêmement important. Mais des garde-fous, il est administré parce que ce n'est pas le président qui se donne de l'argent. C'est des gens qui lui donnent la possibilité d'avoir ce budget. Alors, ceux qui ont fait ce budget, ceux qui ont donné la possibilité, où ils sont? Et qu'est-ce qu'on leur reproche? Ce sont ces questions qui... Moi, je crois que c'est plein d'interrogations et ce sera difficile à la justice de se prononcer tant que des flous existent. Bon, régime IBK ou pas, c'est tant que ce n'est pas clair, c'est difficile de trouver des réponses. Alors, vous avez dit, M. Konaré, que de tels jugements pourront redonner, en tout cas, rétablir la confiance entre le pays et les bailleurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan économique, on sait déjà qu'on ne pourra pas, en tout cas difficilement, recouvrer les fonds perdus. Mais qu'est-ce qui peut être fait pour que, à l'avenir, on puisse éviter de telles pratiques qui ont de graves impacts sur l'économie? Donc, merci pour la question. Donc, je pense que j'avais déjà répondu à cette partie, de cette question. Il s'agit surtout de revoir les politiques d'attribution ou bien les lois qui entourent l'attribution des marchés publics. Même si c'est sous le coup de secret défense? Non, bon, je ne suis pas trop d'accord avec mon co-débatteur par rapport à cet aspect parce que l'armée, dans certains endroits, doit garder secret certaines choses. Surtout, par exemple, même l'achat des vêtements et autres par rapport à l'équipement militaire, parce que ça fait partie de l'équipement militaire. Or, là, c'est un dossier assez sensible. Parce que quand vous donnez le nombre de matériel acheté, ça peut être une source d'information pour d'autres. Donc là, il y a des éléments, je pense, qu'il faudrait toujours garder sous le poids de secret défense. Mais quand on parle de secret défense aussi, il y a plusieurs niveaux de secret défense. C'est-à-dire secret défense, par exemple, pour le commun de la population. Mais il y a des gens qui sont là pour pouvoir vérifier l'action publique. Peut-être ça peut ne pas être un secret pour eux. C'est-à-dire les gens qui sont là pour vérifier l'action de l'État
peuvent avoir un certain niveau d'accréditation pour pouvoir avoir accès à certains dossiers. Parce que... quand vous dites les gens, vous pensez à qui, non, par exemple? le vérificateur général, par exemple, les institutions qui sont autour de l'OCLEI, par exemple, toutes les institutions qui ont été mises en place pour pouvoir vérifier ou surveiller l'action gouvernementale. Donc, ces institutions-là ont leur importance et doivent jouer leur rôle. Et tant qu'ils n'ont pas d'informations clés, ils ne peuvent pas pouvoir alerter ou bien même mettre, comment dirais-je, des textes en place ou bien des documents en place pour pouvoir incriminer qui que ce soit. Donc, secret défense, oui, mais certains éléments ne doivent pas être flous. Les niveaux d'accréditation doivent être bien visionnés avant de pouvoir parler de ça. D'accord. Monsieur Touré, il y a certains accusés qui ont quand même été condamnés à la prison à perpétuité par contumace, puisqu'il n'était pas là. Comment maintenant mettre la main sur ces personnes-là? Bon, il y a des mécanismes dans ce sens parce que, voilà, le Mali a ratifié beaucoup d'accords avec d'autres pays. Ils peuvent faire l'objet d'arrestations dans ces pays et extradés au Mali. Voilà, il y a Interpol aussi. Il y a beaucoup de mécanismes juridiques qui peuvent permettre à ce que le Mali puisse avoir une main mise sur ces gens. Voilà, donc il y a des mécanismes dans ce sens-là. Mais même s'ils sont dans un pays avec lequel le Mali a des accords, mais qui est en froid actuellement avec le Mali, est-ce que c'est possible de les avoir? Bon, dans ce cas, c'est problématique parce que quand il y a des tensions entre les pays, les accords ne sont pas appliqués à la lettre. Voilà, il y a d'autres considérations qui entrent en jeu. Et voilà, on est dans cette disposition déjà avec certaines personnes qui sont recherchées par la justice, qui ont trouvé refuge dans des pays avec lesquels le Mali a des conventions, mais qui ne sont pas arrêtés ni extradés vers le Mali. Donc souvent, les considérations politiques, les tensions nourrissant entre les pays peuvent faire en sorte que le mécanisme ne puisse pas fonctionner comme le voudraient les conventions. Alors, les avocats de la défense, notamment l'avocat de Mme Boiré Félix Sissoko, voilà, dit qu'il pourrait faire appel de ce jugement. Est-ce possible ou est-ce qu'il peut faire cet appel-là et quelles sont les chances pour lui d'avoir gain de cause? À l'issue même du verdict, il disposait de 3 jours pour faire un pourvoi. Voilà, et je pense que le pourvoi, c'est nécessaire, ça s'impose. Parce que quand on voit le quantum de la peine, les 10 ans qu'a écopé Mme Boiré Félix Sissoko, elle est déjà en détention pendant environ 4 ans. Donc, si on déduit ça des 10 ans, c'est 6 ans. Et en faisant un pourvoi, il y a de fortes chances que les 10 ans puissent être cassés. Et imaginons qu'il arrive à obtenir 5 ans. Donc, déjà, elle a purgé 4 ans. Il va rester 1 année. Donc, ça s'impose le pourvoi. Et dans la pratique, les avocats le font sans souvent se référer même à leurs clients. C'est automatique chez certains. Et comment cela peut être possible si déjà elle a été reconnue coupable de faits? Comment casser la peine de 10 ans en 5 ans? Bon, c'est possible parce qu'il y a des mécanismes d'aller plaider la cause ailleurs avec des motivations différentes. On peut voilà, faire appel à la clémence de la justice. Il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir de nouveaux éléments qui peuvent impacter en sa faveur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver pour que même, voilà, qui peuvent influer sur le cours même de ce verdict. D'accord. Monsieur Fofana, vous, dans l'ensemble de façon générale, qu'est-ce que ce procès vous a inspiré? Quel est l'enseignement, sinon quels sont les enseignements que vous tirez de cette affaire-là? Bon, l'enseignement que je tire, je voudrais d'abord, avant de passer, expliciter quelque chose pour mon co-débatteur. Quand je parlais de secret défense, je parlais d'un certain nombre de matériels. Il faut bien préciser que
être militaire, il y a des aspects qui doivent être obligatoirement secrets. Oui. C'est clair. Et ce que je dis, dans le cadre des marchés publics, il faut bien que cet aspect ressort. On n'a pas dit qu'est-ce qui est secret, qu'est-ce qui n'est pas dans cette affaire-là. J'ai dit que mon interrogation était à ce propos. Ce n'est pas le matériel. Ensuite, le type de personnes qui doivent fournir ces matériels. Et si je vois bien ceux qui étaient les détenteurs du marché, je ne suis pas sûr qu'ils étaient blancs avant que le pays ne connaissait pas à quelle personne on s'adresse. Donc, moi, mon propos, c'est dans ça. Oui. C'est la moralité de la chose elle-même. Donc, c'est pas que... Il n'y a pas de secret dans ça. Même dans l'achat d'un bic, ça peut être un secret. Ceci étant dit, l'enseignement qu'on peut tirer de ça, c'est le fait que on sait que maintenant notre pays est prêt et qu'on peut intenter des choses, on peut intenter des procès, on peut chercher à obtenir des résultats. Et c'est à partir de là qu'en voyant notre limite, on peut essayer de s'améliorer. La justice, les juges ont été à même d'apprécier jusqu'où étaient leurs limites. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire pour avancer? Je pense que ceci, l'un mis dans l'autre, ça va nous permettre d'avoir des textes qui répondent favorablement et de façon économique ou judicieuse à ce qu'on veut faire. Je prends par exemple les marchés publics. Si je prends un marché public, avant, il y avait des tranches de marché public. On a cassé toutes ces tranches. Prendre un marché dans la construction. Pour le BTP, c'était 500 000, 2 millions, etc. Mais pour les autres professionnels, c'était même si c'était 1 franc. Il faut un concours. On ne peut pas donner à quelqu'un. Donc, ça permet de mettre des verrous. Et je pense que la réglementation, ça doit nous permettre de réglementer cet aspect. Et ça peut permettre de quoi? De comprendre qu'il faut, dans la gestion d'un pays, savoir choisir les gens, savoir qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas mettre la moralité à côté. D'accord, d'accord. Ça, c'est un enseignement que M. Fofana tire. M. Konaré, vous avez déjà parlé de l'enseignement qu'on peut tirer. C'est que quand on est responsable, on doit savoir qu'il y a des gens à qui nous devons rendre compte. Mais aussi, on a vu que ce jugement qui s'est tenu pendant de longs mois a permis d'aboutir à ce verdict aujourd'hui. Mais est-ce que, comment faire en sorte que ça puisse servir d'exemple pour les générations futures, pour ceux qui seront appelés à assumer des responsabilités? D'accord, merci pour la question. Je pense que ce procès déjà montre à suffisance que nul n'est intouchable. Peu importe la position que vous occupez, ça peut prendre du temps, mais vous pouvez être appelé à la barre à tout moment pour rendre compte. Mais vous avez dit une chose aussi, vous dites qu'il y a d'autres affaires aussi qui sont en attente. Justement, j'en viens. Okay. Ce procès également peut être perçu par le commun des citoyens comme un cas isolé si d'autres procès du genre ne suivent pas. Je pense que ça, c'est un début et que la justice malienne doit se saisir d'autres affaires du genre pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent montrer ou bien croire à leur crédibilité. Donc, et c'est également un espoir. C'est un espoir, ce procès, de changement notable dans la vie du justiciable malien. Donc, nul n'est intouchable. Tout le monde peut répondre de ses actes à tout moment. D'accord. Monsieur Khalil Touré, début du rétablissement de la confiance entre les justiciables et la justice, nul n'est intouchable. Comment renforcer tout cela aujourd'hui? Bon, tout cela peut être renforcé de par d'abord une communication accrue autour des procès du type. Je dis que ça fait un peu défaut parce que l'opinion attendait beaucoup cette question, ce procès-là. Mais quelque part, on a vu qu'une communication institutionnelle a manqué. N'eût été les médias qui ont relayé un peu
les audiences qu'on a eu à voir ça et là. Vous aurez souhaité qu'on fasse une retransmission des audiences, par exemple? Tout à fait, parce que c'est une question d'ordre public qui a été véritablement demandée. Parce que quand on se souvient que c'est l'un des griefs qui était porté contre le régime Ibeka, oui, et qui était brandi par ceux qui étaient dans la rue. Oui. À l'époque, l'opposition en a fait un cheval de bataille. Après, voilà. Donc, il fallait véritablement accentuer la communication autour de ce procès pour que les uns et les autres comprennent. Aussi, déjà, les sanctions, il y a eu de lourdes sanctions, ça c'est déjà un bon signe pour décourager d'autres à ne pas aller dans le même sens. Et l'enseignement phare aussi, c'est la question des immunités accordées aux responsables. Donc, comme il a eu à le dire, nul n'est au-dessus des lois. C'est le signe donné désormais que nul n'est intouchable en République du Mali. Quand tu touches un franc de la République, tu peux être appelé à la barre pour répondre. Donc je pense qu'il faut aussi, pour finir, renforcer les capacités de la justice parce que la matière elle est éminemment technique. Des juristes confrontés à des questions de finances publiques, d'économie, c'est assez délicat. Donc il faut renforcer la capacité des acteurs de la justice. Ceux-là qui ont eu à faire ce procès sont à féliciter parce que ce n'était pas donné. Vraiment, c'est pourquoi l'instruction même a pris du temps parce qu'il fallait vraiment des instruments pour véritablement identifier les responsabilités et sévir. D'accord. Et c'est ce qui va mettre fin à cette émission de Grand Dialogue d'aujourd'hui qui parlait de l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires qui a donné son épilogue la semaine dernière. Plusieurs hauts responsables ont été condamnés à de lourdes peines. Pour en parler, nous recevions sur ce plateau Ibrahim Khalil Touré, il est juriste, et M. Cheikh Abdelkader Fofana, il est membre de l'association malienne des consommateurs, et Abdoulaye Ntigui Konaré, il est économiste. Ce grand dialogue a été réalisé et présenté par Sekou Gadjigo. À la mise en ordre, il y avait Seydou Dao, régie vidéo Gagny Kanté. À la prochaine pour un autre numéro.